Avant d'entamer l'écoute de ce nouvel épisode de Tu me régales, je voulais te prévenir, j'ai actuellement un chiot à la maison qui a décidé d'entamer un petit récital au début de l'épisode. Donc pas de panique, cet animal va très bien, il est bien nourri et il mange toutes les pantoufles qu'il veut. Bon épisode! I'm stuck in space, got a daydream running through my brain every day. Je vais être honnête avec toi. Oh, on peut être honnête, toi et moi. Le ramen, ça me fait peur. Voilà, c'est dit. Et ça fait des années que je l'évite. Et alors que c'est probablement un des plats que je préfère le plus dans la cuisine japonaise, comme tout le monde, je pense. En fait, le ramen, dans mon esprit, jusqu'ici, c'était quand même un plat hyper technique, plutôt réservé aux professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à faire, et c'est un peu galère à faire chez soi, correctement en tout cas. Et je sais pas, peut-être que je voyais ça comme un plat vraiment que je respecte tellement que je peux pas me permettre de me lancer, je suis pas légitime. Alors qu'en vrai, quand je suis partie au Japon pour la toute première fois, j'avais vraiment aucune connaissance de la cuisine japonaise et j'ai mangé des ramen sur place. Alors à l'époque, il n'y avait pas autant de restos de ramen qu'aujourd'hui. Du coup, c'était vraiment une découverte sur place. Je connaissais de nom, mais j'avais pas vraiment conscience du goût que c'était censé avoir. Et comme tout le monde, en fait, je suis revenue de ce voyage en ayant mangé probablement plus de ramen que de sushi. Et j'ai trouvé ça vraiment trop trop bon, c'est devenu un de mes plats préférés. Pour autant, c'est pas non plus un plat que j'ai eu envie de reproduire à la maison. Je me suis jamais vraiment lancée dans la recette d'un ramen, enfin dans la confection d'un plat ramen. J'aime pas dire recette, mais je vais expliquer plus tard pourquoi. Mais je me suis jamais vraiment lancée dans la confection de ce plat parce que j'avais conscience que c'était compliqué et très laborieux. D'ailleurs, au passage, donc moi, mon activité, c'est de proposer des ateliers de cuisine japonaise. Donc, je suis en Bretagne. J'ai une quinzaine d'ateliers différents et je n'ai jamais proposé l'atelier ramen. Alors là, je commence tout juste. J'ai proposé quelques dates, donc c'est vraiment... je fais ma première date cette semaine. Mais jusqu'ici, j'ai jamais proposé l'atelier ramen en atelier. Donc, je ne l'ai jamais proposé en présentiel. Au début, il y a quelques personnes qui m'en ont parlé, qui venaient à mes ateliers, qui me demandaient si je le faisais. Et depuis cette dernière année, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui me le demande. Et il y a différentes raisons pour lesquelles je ne l'ai jamais proposé. Bon, c'est essentiellement technique et business. Déjà parce que si je dois faire du ramen, si je dois faire des ramen pour 6, 8, voire 10 personnes, ça veut dire que déjà en termes de denrées alimentaires, il faut vraiment un investissement assez colossal dès le départ. Il va falloir beaucoup de viande, beaucoup d'os, de carcasses, beaucoup de produits frais. Il va falloir aussi avoir pas mal de produits très spécifiques pour préparer les assaisonnements. Et puis derrière, c'est assez technique. Il va falloir du matériel pour vraiment de restaurateurs. Puisque si je dois préparer du bouillon pour 10 personnes, je ne peux pas le faire dans ma petite casserole ménagère. Donc il faut du grand matériel. Moi, je me déplace, donc en plus, il faut que je déplace tout ça et que je l'installe. Et là, on en est qu'au bouillon. C'est-à-dire que derrière, il faut cuire les nouilles et tous les à côté. J'envisageais pas trop de proposer un atelier dans lequel j'aurais soit utilisé que des aliments en poudre pour gagner du temps, soit dans lequel j'aurais tout anticipé, tout préparé. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la notion de temps et de savoir-faire, c'est-à-dire que si je propose un atelier ramen, il faut que moi j'anticipe des préparations parce que tout ne pourra pas être fait le jour J. Ça veut dire aussi que l'atelier dure beaucoup plus longtemps qu'un atelier classique, donc plus de temps de location, donc voilà. C'est beaucoup d'investissement en argent, en temps, sans être sûr que derrière, il y ait vraiment un résultat satisfaisant. Et puis j'ai peut-être aussi un tout petit peu un petit syndrome de la perfection ou de l'imposteur, je ne sais pas dans quel sens on veut le prendre, mais
J'aime bien quand même faire des choses qui sont qualitatives. J'aime bien que les gens repartent avec quelque chose de concret. S'il y a bien un truc que j'ai compris dans les ateliers de cuisine, pour le coup, c'est que ça servait à rien de donner énormément d'informations, sachant que j'en donne déjà beaucoup, mais qu'il fallait plutôt se concentrer sur 2-3 points importants que les gens allaient pouvoir acquérir tout de suite et allaient pouvoir utiliser directement chez eux. Là où je pense j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, c'est que l'année dernière, j'ai passé mon CAP cuisine, donc cuisine française. Donc j'ai dû apprendre, une des premières parties qu'on apprend dans la cuisine française, c'est les bouillons, les fonds et les fumées. Donc vraiment les ingrédients qu'on met dans de l'eau, qu'on fait infuser et dont on va extraire les saveurs dans l'eau. Les fonds blancs, les fonds bruns, etc. Donc j'ai dû en manipuler, j'ai dû en faire à la maison. Et ça m'a forcé même, j'ai dû faire des fonds de veau, des choses que j'aurais jamais fait en fait en temps normal. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une compréhension assez globale de l'extraction des saveurs dans l'eau, de pourquoi dans certains cas, il ne fallait pas mettre un couvercle sur la casserole, pourquoi lorsqu'on passait une carcasse au four avant de l'immerger dans l'eau, ça rajoutait des saveurs, etc. Donc ça m'a donné des pistes un peu clés sur la structure du goût, la composition du goût. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que finalement, le bouillon, c'était pas inaccessible. Je sais pas pourquoi, dans mon esprit, les bouillons, c'était des trucs... On en entend parler dans la cuisine française, c'est quand même fondamental, mais je sais pas pourquoi, dans mon esprit, c'était complexe. Alors, si on va gratter et chercher un peu la petite bête, il y a toujours des règles très spécifiques à connaître. On peut pas juste balancer des ingrédients dans de l'eau et se dire, voilà, c'est bon, j'ai fait mon bouillon. En fait, si on veut des résultats quand même un peu fins, ou avec une belle couleur, ou en fait, en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir, il y a quand même des règles à respecter. Attention, hein, c'est codifié. Mais c'est vrai que le fait de devoir en préparer pour des plats français, avec des ressources françaises, notamment des livres de cuisine française, une formation en français, l'accès à des chefs, etc., et à du contenu en français, c'était quand même plus accessible pour moi, et ça m'a vachement détendu sur la réalisation du bouillon. Et donc derrière, réaliser un ramen, en tout cas un bouillon ramen, c'est devenu un peu moins effrayant. Et en fait, le truc, c'est que le problème du ramen, c'est pas tellement la technique. Je pense qu'on est beaucoup à penser que le ramen, c'est technique. Et en fait, c'est pas spécialement technique. C'est surtout qu'il y a plein de recettes en même temps. Parce que le plat, le ramen, en réalité, c'est un bouillon, un assaisonnement, une huile aromatique, des nouilles, des garnitures du style œuf mariné, etc. Donc en fait, c'est plein de recettes en même temps et souvent qui doivent être gérées en même temps pour pouvoir servir un ramen. On va faire ensemble la liste des choses à prendre en compte quand on fait un ramen. Donc on en a parlé, le bouillon, parce qu'on entend tout le temps, oui, le ramen, c'est le bouillon, tout est dans le bouillon. Alors, c'est un peu raccourci de dire que tout est dans le bouillon, mais effectivement, il y a une base de bouillon, idéalement une base de bouillon maison. Bon, ça va. J'ai un peu pratiqué le bouillon français, je pratique un peu le bouillon japonais. C'est souvent à base d'eau, d'os, de viande, de végétaux, ou en cuisine française, on va parler de garniture aromatique, GA, garniture aromatique. Et puis du temps, hein, évidemment, tous les bouillons n'ont pas le même temps de cuisson. Et surtout, ça va beaucoup dépendre du résultat recherché. En fait, ce qu'il va falloir prendre en compte dans la recette du ramen, ça va être quel goût on veut. On va se servir notamment du collagène présent dans les os, le gras, le cartilage des viandes pour obtenir une certaine texture. Et là, le point, par exemple, qui va être intéressant, c'est que les bouillons, selon que tu vas les cuire à feu doux, tu obtiendras des bouillons plutôt clairs, donc des bouillons qui vont pas être troubles à cause de l'émulsion en fait du gras. Et au contraire, si tu veux un bouillon plutôt trouble, plutôt riche, et là tu vas pouvoir y aller à feu fort parce que du coup le gras présent dans les os, les viandes, etc.
va s'émulsionner avec l'eau et donc tu auras un résultat trouble. C'est pour ça qu'il y a des ramen qui sont limpides, qui sont vraiment, on voit les nouilles à travers le bouillon, et il y a des ramen qui sont opaques parce qu'il y a eu une émulsion sur feu fort entre l'eau du coup du bouillon et le gras qui a été mis à l'intérieur. Et ça va impacter le résultat final parce que autant un bouillon clair va être léger en bouche, autant un bouillon trouble, riche, va être donc plus riche en bouche. Donc déjà le bouillon, on est d'accord, c'est pas juste de l'eau qui a du goût. Ensuite, il y a l'assaisonnement, ce qu'on appelle le tare en japonais, tare, T-A-R-E, tare. Pour l'assaisonnement, en fait, ça va être l'identité du ramen. Donc ça déjà, le tare, souvent on le voit pas, enfin on n'en parle pas beaucoup, alors qu'en réalité c'est quand même ce qui va donner un peu l'orientation du ramen. Généralement on a le sel, la sauce soja ou le miso dans les grandes lignes. Donc quand on va parler de ramen au sel, on va parler de shio ramen, donc shio ça veut dire sel. Quand on va parler de ramen au soja, on va parler de shoyu ramen. Et quand on va parler de miso, on va parler de miso ramen. Donc déjà, ça va donner une orientation du type de ramen, du type d'assaisonnement qu'on a à l'intérieur. Et évidemment, tous les bouillons, il y a des bouillons qui vont mieux se prêter à un certain assaisonnement. Par exemple, les bouillons clairs vont mieux se marier avec le sel ou la sauce soja. Là où la sauce soja et le miso vont aussi très bien se marier avec les bouillons plutôt riches. Et en même temps, ça fait du sens quand on y réfléchit en termes de saveur. Donc vraiment, ça, c'est une part de l'identité, c'est ce qui va structurer le bouillon. Parce qu'en attendant, sans tarer, le bouillon, c'est juste de l'eau parfumée. On en a déjà parlé. Donc le goût du bouillon, c'est l'assaisonnement, c'est le taré. Après, chose que je connaissais très peu, moi, de mon côté, et qui va peut-être être une des parties, du coup, qui va me demander un peu plus de travail, c'est les huiles aromatiques. Donc, dans les bouillons ramen, il y a souvent une huile aromatique qui est ajoutée à la fin, en présentation, en finition, et qui va donner aussi une indication sur le type de ramen. Je m'explique. Donc déjà, une huile aromatique, c'est quoi ? C'est une huile dans laquelle on a mis des aromates et qu'on a fait infuser. Donc de l'ail, du gingembre, du piment. Mais ça peut être aussi des produits carnés, donc notamment des peaux des peaux de poulet, ce genre de choses. Et donc, on va avoir une huile au poulet, par exemple. Et c'est de la matière grasse, on est d'accord, on est sur du gras, de l'huile. Et en fait, ça, on va le déposer en finition à la fin sur le ramen quand il est prêt. Donc, c'est ça, ces petites perles de gras qu'on va voir souvent dans le bouillon, qui sont très savoureuses. Et en fait, là, ça va jouer sur l'odeur. C'est-à-dire que ce petit nuage de vapeur là qui ressort du bol de ramen, en fait, il va te monter dans le nez. Et ça, tu es censé, à l'odeur, pouvoir vraiment reconnaître l'huile aromatique qui est utilisée. C'est ça, cette saveur un peu qui te prend au visage du ramen. Et d'ailleurs, quand on mange le ramen, on mange avec toute la sphère ORL, même si effectivement c'est la bouche, c'est dans la bouche que ça va se passer. Mais en réalité, notamment quand on mange les nouilles, comme on les aspire, on va aussi aspirer les vapeurs de cuisson. Cette huile aromatique, elle est là pour ça en fait, elle est là pour donner du corps autour, pour donner vraiment une espèce de hammam. C'est un hammam d'huile aromatique. Tu vas sentir le poulet jusque dans tes cheveux. Voilà. C'est ça que j'essaie de te dire. Donc sans huile aromatique, on peut vite tomber dans un ramen qui est juste très salé. Donc le nez est aussi important que le goût. Alors la deuxième partie, enfin deuxième partie pour moi, la quatrième partie de ce petit descriptif, c'est les nouilles. Pour moi, c'est peut-être la deuxième partie de la recette qui va me donner un peu plus de... C'est quoi déjà l'expression ? De fil à retordre, voilà. Les nouilles, voilà. Parce qu'en fait, les nouilles ramen, déjà, fun fact, ramen, c'est aussi bien le nom des nouilles que le nom du plat. Est-ce que tu as déjà remarqué ? C'est comme les lasagnes, voilà. Voilà, c'était juste pour ta culture perso. Ça, tu pourras le ressortir n'importe quand dans un dîner. Tu vois, t'as pas besoin de ressortir tout ce que je viens de t'expliquer. Rien que ce petit point-là, les ramen font aussi bien référence aux nouilles qu'au plat. Voilà.
dans un dîner mondain, ma foi, de quoi briller un petit peu en société. Ne me remercie pas. Alors si, tu peux me remercier en me laissant une bonne note, en partageant cet épisode, en parlant autour de toi, en me donnant de la visibilité. Je rappelle quand même que tout ça, c'est fait sur mon temps libre. Ça me fait très plaisir, évidemment. Mais le but, c'est de donner de la visibilité à ce podcast. Donc, n'hésite pas à le partager autour de toi. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, les nouilles ramen, elles sont faites... Alors, c'est assez simple à la recette. C'est de la farine, de l'eau et ce qu'on appelle le kansui, qui est une eau alcaline. Voilà. Donc, c'est assez simple en termes d'ingrédients. Bon, l'eau alcaline, faut en avoir. Et puis surtout, il y a quand même des petites sessions de pétrissage. C'est pas un truc... Et après, il faut les couper, etc. Donc, c'est pas non plus un truc anodin, on est d'accord. Et la particularité des nouilles ramen, je ne sais pas si tu as déjà capté, mais en fait, c'est qu'elles ont une texture un peu élastique. Elles sont généralement un peu de couleur jaune. Et elles ont quand même une saveur un peu particulière. Elles sont reconnaissables. Et là où il faut être vigilant, c'est justement que les nouilles fraîches, souvent ça cuit très très vite. Et comme on va les plonger dans un bouillon très chaud, qui va être le bouillon ramen qu'on a préparé, en fait, il ne faut pas qu'elles surcuisent. Donc, il faut réussir à avoir des nouilles suffisamment fermes pour qu'elles ne se transforment pas en espèce de purée de nouilles parce qu'elles ont été trop cuites. Donc ça, c'est un peu technique quand même. Sachant qu'aujourd'hui, on trouve quand même des nouilles ramen sèches qui sont très bien. Donc voilà, t'es pas non plus obligé de te lancer. C'est peut-être pas la partie sur laquelle tu es obligé de te lancer tout de suite. Je pense que le bouillon et le taré, c'est plus important que les nouilles à ce stade-là. Et ensuite, évidemment, il nous reste les garnitures, puisque souvent, il y a des petites choses qui sont disposées sur notre bol ramen. Alors là, c'est très relatif au goût personnel, il y a plein de choses. Ce qu'on va très souvent retrouver sur un bol ramen, ça va être des œufs mollets qui ont été marinés. Donc les œufs mollets, 6 minutes 20 dans une eau bouillante. Et puis la marinade qui va servir à faire les ajitsuke tamago, donc qui sont les œufs mollets marinés là, qu'on retrouve sur les bols de ramen. La marinade, c'est du tsuyu, donc c'est un mélange d'ashi, soja, saké, mirin. Voilà, entre autres. Donc ça se prépare à l'avance, évidemment. Il va y avoir souvent du porc chachu, pardon. Donc le porc chachu, c'est un morceau de porc qu'on a enroulé un peu en rôti et qu'on a cuit dans une marinade. Voilà. Pareil, c'est une cuisson lente, la viande doit bien mariner longtemps, donc c'est pas quelque chose qui se fait vraiment à la dernière minute. Et puis les légumes, alors au Japon on va trouver des pousses de soja, on va trouver du maïs parfois, souvent il va y avoir des morceaux d'algues nori aussi qui sont disposés sur le coin, alors ça c'est à la dernière minute, parce que l'algue nori supporte mal l'humidité. Voilà, il va y avoir pas mal de petites choses qu'on va pouvoir ajouter, du chou chinois, du pak choi. Ça, c'est un petit peu selon tes préférences, voilà. Et ça, généralement, ça va être préparé un peu à la dernière minute. Mais c'est vrai que finalement, quand on regarde bien, si jamais tu es déjà allé au Japon, sur les bols ramen, il n'y a pas non plus 50 préparations sur le dessus, sur la surface du bol ramen, parce qu'il y a quand même beaucoup de préparations déjà avant d'en arriver là. Donc, le ramen, c'est quoi? C'est en fait un ensemble, une accumulation de plein de petites recettes qu'il faut maîtriser. Alors, il y a l'avantage de pouvoir anticiper certaines préparations. Le bouillon peut être anticipé, les œufs mollets doivent être anticipés, puisqu'ils doivent rester dans le tsuyu quand même assez longtemps. Les nouilles peuvent être anticipées, mais par contre, la cuisson se fera à la dernière minute. Et puis, à la dernière minute, il faudra aussi réchauffer le bouillon, etc. Donc, il y a beaucoup de préparation en amont, mais il y a aussi beaucoup de préparation sur l'instant T quand on doit servir. Par exemple, souvent, les restaurateurs, ils vont avoir toujours une casserole d'eau chaude quand ils vont servir les ramen, et ils vont mettre de l'eau bouillante dans les bols pour réchauffer les bols, histoire de pouvoir tout servir vraiment chaud, bouillant, au moment où le client peut manger, quoi. Donc c'est pas mal d'organisation. C'est quelque chose que moi j'ai un petit peu travaillé. Alors, de manière naturelle, quand on cuisine, on apprend à se débrouiller en organisation, à anticiper, à cuire plusieurs choses en même temps, etc. C'est naturel, je pense que quand on cuisine un peu, c'est quelque chose qui vient assez naturellement, surtout quand on commence à être à l'aise. Mais il y a aussi, pendant l'examen de CAP par exemple, l'examen de CAP ça fonctionne comment? C'est une épreuve de 5 ou 6 heures, je me rappelle plus, 5 heures je crois, un truc comme ça.
En tout cas, il y a 5 heures de cuisine. Et généralement, on doit réaliser 2 plats. Donc, soit une entrée plat, soit un plat dessert. Et donc, du coup, pour gérer ces 2 préparations en même temps, on doit apprendre ce qu'on appelle l'ordonnancement. Alors, l'ordonnancement, c'est le fait de préparer son plan de toutes les étapes qu'on doit faire, que ce soit de la mise en place, la mise en place de son poste de travail, du nettoyage, mais aussi de la découpe des légumes, du désossage des viandes, de la préparation des bouillons, du préchauffage du four, etc. Enfin, voilà, c'est toutes les étapes des recettes qui vont être entremêlées, puisqu'évidemment qu'on ne va pas faire les recettes l'une après l'autre, on va les faire enchevêtrées l'une dans l'autre. Parce que pendant qu'un plat est en train de cuire au four, on peut faire autre chose à côté. Donc ça, on va dire qu'on le fait déjà naturellement dans notre cuisine. Et quand on passe le CAP cuisine, on est noté sur cette partie-là. Et notamment, on doit là avoir une rigueur quand même au niveau de l'ordonnancement. Parce qu'on ne peut pas se permettre on fait des préparations quand même qui sont assez complexes les unes les autres. Et là, clairement, le plat du ramen, c'est ça. Ça va être de l'ordonnancement de A à Z pour avoir tout qui est prêt pour l'instant T. Parce que le ramen, bah, il n'attend pas. En fait, le ramen, c'est si les nouilles sont cuites trop tôt, bah, en fait, elles vont finir par coller. Le bouillon ne doit pas être servi froid. L'assaisonnement, il doit être prêt. Et donc, du coup, par exemple, les garnitures dont on parlait, les œufs mollets, etc., bah, dans l'idéal, c'est bien de les sortir un petit peu avant pour qu'ils soient à température, pour pas les déposer froid glacial sur un ramen chaud, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et en réalité, le plat, donc le ramen, comme je disais, c'est pas une recette pour moi. Le ramen, c'est pas vraiment une recette à mon sens. C'est un système. Parce que, euh, en réalité, il y a vraiment un enchevêtrement de recettes qui sont dépendantes les unes des autres. Et tant que tu te cantonnes à te dire que le ramen c'est une recette et que tu vas suivre une recette de ramen, ben en fait tu vas te galérer parce que il faut d'abord comprendre de quoi est constitué un ramen, donc tout ce que je viens d'expliquer, et puis quelles sont les compositions. Comme je l'ai expliqué, il y a des combos de saveurs qui vont bien ensemble pour des raisons très spécifiques. C'est pas au hasard, quoi. Donc c'est toutes ces raisons-là, c'est tout ce que je viens d'expliquer qui en fait que jusqu'ici je me suis pas trop lancée dans la confection des ramen. J'ai fait un peu les recettes, j'ai fait des parties du ramen, c'est-à-dire que j'ai fait des bouillons dans ma vie, dans ma carrière. J'ai pris le temps de me renseigner, de regarder des documentaires sur les ramen, de comprendre un petit peu fondamentalement comment c'était composé, qu'est-ce qu'on trouvait comme type de ramen aussi, parce qu'il existe beaucoup beaucoup de ramen à travers le Japon. Je pense que pour moi, la partie qui va être un peu plus technique, ça va être les nouilles. Voilà, je sais que c'est une partie qui va peut-être un peu me faire sortir de ma zone de confort. La partie technique et les nouilles. Voilà, c'est ce qui va, je pense, me demander un peu plus d'effort. Et puis aussi la précision et l'enchaînement, parce que c'est quand même beaucoup d'étapes. Alors pourquoi je te parle de ça? Bah parce que en fait, je me suis dit, là j'ai écrit un article sur le blog pour parler justement de tout ça. Donc si tu veux continuer de comprendre un peu cette réflexion sur le ramen, ou si c'est plus clair peut-être de le lire, bah, n'hésite pas à aller lire l'article sur le blog. Et parce que là, je vais rentrer dans un arc où j'ai envie de me poser sur ce plat, parce que je pense qu'avec juste ce plat-là, je vais déjà maîtriser tout un pan de la cuisine, et pas juste japonaise, hein, tout un pan de la gastronomie, de techniques culinaires. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie d'aller creuser vraiment un peu plus profondément comment avoir des bouillons savoureux, comment avoir des huiles aromatiques fortement infusées, quoi en faire aussi. Et du coup, je suis partie pour me documenter là-dessus. Donc j'ai commencé déjà à bouquiner quelques bouquins, à bouquiner des bouquins. J'ai commencé un petit peu à me pencher sur des ouvrages, des livres, des vidéos, etc. pour comprendre un petit peu globalement les fondamentaux et commencer à pratiquer. Et puis, bah, je pense que je ferai un petit retour là-dessus régulièrement. De toute façon, je vais partager quelques trucs sur les réseaux, donc tu devrais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et
tout ce que je partage sur les réseaux, je le repartage aussi d'une certaine manière sur le blog, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que le ramen va être un gros challenge cette année. Donc, souhaite-moi bonne chance. Tu peux me laisser des bonnes chances sur les réseaux et en commentaire, si jamais tu peux commenter cet épisode de podcast. Moi, je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et ma foi, ramen. Faudrait que je trouve un jeu de mots avec ramen. Ramen. Je sais, ouais, là, j'ai pas. Mais je te dis à très vite. Ciao, ciao.